après-midi à tous, bonsoir à tous et buenas tardes à todos. On va commencer avec notre séminaire web et c'est le séminaire numéro 8. Et cet jour va être en français et en espagnol. Avec moi, ça va être françagnol, un peu on va faire un mélange. Bon, alors je vais continuer. Je suis Paola Sangali, je me présente. Je suis la présidente de la Fédération européenne de génie biologique. Et j'ai avec moi des grands experts en génie biologique en France, c'est Klaus Peklo et André Evet. Une de la part plutôt de la pratique de professionnels, et c'est Klaus Peklo et André Evet qui viennent de la part de la recherche, qui travaillent à l'INRAE de Grenoble. Et bon, on va essayer de faire la saison, tout le séminaire en français et je parlerai un petit peu en español. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía, va a ser nuestro octavo seminario dedicado sobre todo a la bioingeniería en Francia, aplicada a las infraestructuras, y vamos a contar con dos grandes especialistas de la bioingeniería en Francia. Por un lado vamos a contar con Klaus Peklo, que es desde el punto de vista de la práctica, es un proyectista y ejecutor de horas de bioingeniería. Y por otro lado, con la parte de la investigación, contaremos con André Evet, que es investigador del INRAE en Grenoble. Yo voy a preparar una pequeña presentación. A ver, un momentito, que voy a ver si puedo poner el hablante. A ver, habría que poner el hablante tal vez. Eso es. Bueno. Voy a compartir mi presentación. Et je vais faire la présentation en français, mais c'est écrit aussi en espagnol. Alors, je pense que ça ira. Bon, on est ici parce qu'on célèbre les 25 années de notre association, l'Association espagnole de génie biologique, l'Association espagnole d'ingénierie biologique, est née à Saint-Sébastien dans les 95. Mais l'idée s'est commencée dans les années 93 à Hondarribia. Et on a fait, en fait, cette année, les 25 années de travail, et avec beaucoup d'activités. On a décidé, on avait un paquet de choses, un grand programme d'activités pour cette année, mais comme la situation de Covid s'est arrivée, dans cette situation de pandémie, on a tout basculé sur Zoom, sur les webinaires. Mais comme vous voyez ici, on a travaillé beaucoup dans des cours pratiques, des exécutions, des voyages techniques, des congrès. On a bien fait beaucoup d'activités pendant ces 25 années. On a fait aussi des différentes publications. On a travaillé sur les normes techniques avec l'école d'ingénieurs agronomes de Catalogne, et aussi on a travaillé avec la Fédération européenne sur les Bautipembourg, les directives de génie biologique, sur différents aspects de génie biologique. Ça, c'est le programme de webinaire. On a commencé déjà il y a un mois et demi, à 14 octobre, on est déjà ici. Et la prochaine va être une sur la génie biologique en zone de montagne avec Guillermo Tardio, qui nous accompagne aussi aujourd'hui, et qui sera le 9 décembre prochain. Et aujourd'hui, on parle aussi en français parce que cette séminaire sont patrocinés, sont financés pour l'Interreg Poctefa et Viva Rio. Et ce programme, il y a une partie de la part de Catalogne, l'Ajuntament de Girona, le Consorci TED, l'Ajuntament de Lleida, Tourisme Lleida, mais aussi une partie française importante avec les métropoles Perpignan-Méditerranée et les groupes de tourisme de Perpignan. Bon, dans notre prochaine activité, on a l'idée de créer des cours d'accréditation dans la direction des projets et réalisation des travaux de génie biologique, parce qu'on pense qu'ici, dans notre pays, en Espagne, il manque une certification de cours, de réalisation des projets dans l'exécution et de suivi des travaux de génie biologique. C'est un peu la continuation d'un projet qu'on a fait avec l'Union européenne, des COMED, et maintenant on va adapter cette cours à la réalité
des 4 cours qui seront l'introduction de la génie biologique appliquée aux plantes naturelles artificielles, génie biologique appliqué au environnement aquatique et les projets, la construction et le suivi des travaux de génie biologique. Vous pouvez nous suivre dans la web ou dans les réseaux sociaux. Et bon, on a parlé des... attendez, non, parce que maintenant, ça va charger là. Ecco, là. 25 années, on a dit. 25 années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, il y a encore un peu plus loin. Hein? Ça, c'est dans les 92, dans un voyage technique que je rencontrais déjà Florinette et Giuliano Sauli en Italie. C'est dans la région de Trentino Alto Adige. Et j'ai vu ce type de déstabilisation des pentes. Ici, c'est où j'habite, dans les Pays Basques, en Espagne. Ici, c'est le Trentino Alto Adige. Faire une comparaison, c'était inévitable. Hein? Mais chez nous, on travaillait avec la pierre pour résoudre les problèmes de glissement. Et en Trentino, ils travaillaient avec autre type de solutions, hein? Comme ce type que je trouvais à Piemonte aussi, hein? Avec des casons de bois végétalisés. Alors, ça, c'est la première fois que je visitais, il y a, comme je dis, 28 années déjà. Et après, j'ai organisé cette première réunion et avec l'aide de Florinette et de Hugo Mayra-Schichtel. Et après cette visite, on a créé, il y a 25 années, ça c'est l'image de la création de la fédération à Saint-Sébastien, avec plusieurs amis et personnes de les administrations basques, on a créé cette association de génie biologique. Et pour introduire un peu le thème d'aujourd'hui, je parlais d'une des grands hybrides, hein, parce que notre métier, c'est un métier hybride entre la nature, les biologies et la génie civil. Et c'est Hugo Mayra-Schichtel. Et je pense que pour illustrer cet après-midi, qu'est-ce qu'on va voir, je vais amener une des premières travaux, hein, que c'est la première intervention majeure, a été réalisée sur l'autoroute de Brennero, conçue réalisée pour Hugo Mayra-Schichtel en 1962. Ici, vous voyez un remblai de cette autoroute qui s'est fait exclusivement avec plantes, avec les lits des branches. Hein. Après 1 an, après c'est arrivé les couleurs. Hein. On est déjà 5 années plus tard. Après infini, après 10 ans, après 26 ans. Après 26 ans, c'est déjà presque, on ne voit pas où se trouve cette remblai. Ici, c'est un peu la situation qu'on voit. Et ça, c'est la situation après 35 années. Et je pense que c'est intéressant de voir l'évolution de notre génie biologique. La génie biologique, évolution, pour donner, on dit toujours qu'il y a une fonction technique, mais aussi une fonction écologique, parce qu'on cherche toujours de résoudre un problème de construction, mais d'évoluer jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il y en ait en situation naturelle, le plus naturel possible selon notre endroit. Hein. Notre travail va évoluer en fonction des conditionnants qu'on a à côté. Bon, je parle d'un grand, je parle d'un autre grand. L'année dernière, on a perdu à Giuliano Sauli. Et comme je voulais montrer aujourd'hui des exemples de génie biologique appliqués à les infrastructures, je trouvais un très bon exemple fait par Giuliano Sauli, qui a fêté il y a 1 semaine. Et ils ont organisé une premiation pour à son nom, hein, pour renommer son nom. Et je trouvais cet exemple très bon sur l'oléoduc, les gazoducs de Bordano. Je voyais aussi les travaux qu'ils font. Quelquefois, il se suffit d'utiliser des techniques de protection, de protection de surface, contre l'érosion, comme les semences. Hein. Et quelquefois, selon l'endroit, on doit aller à les techniques de stabilisation, comme dans ce cas-là, qu'il y a un tressage sur les des branches, ou des techniques mixtes, comme les caissons vivantes en bois. Ici, vous voyez un peu le résultat, après quelques années.
Quelquefois, on travaille directement sur les infrastructures, quelquefois, on travaille sur l'interférence des infrastructures. Je trouvais un très bel exemple qui c'est à côté de moi dans les Pays Basques français. Ils ont, dans l'infrastructure, il y a toujours les problèmes avec l'eau, hein, avec l'interférence. Et au lieu de faire une canalisation toute courte, cette fois-là, ils ont utilisé la même compagnie d'autoroutes. Il a décidé de faire un projet avec génie biologique pour donner un peu de naturalisation à cette eau qui vient de drainage de l'autoroute. Hein, et avec des bons résultats aussi. D'amener la nature, même si on a une barrière comme celle de l'autoroute. Et maintenant, pour terminer, parce que je fais une très courte présentation cette fois-là, et je vais parler d'un projet qu'on a fait il y a 10 années et sur l'autoroute, la principale route de l'Espagne, la N Nacional 1, c'est la route qui va de Irún, de France, de l'Hendaye, de la frontière d'Irún jusqu'à Madrid. Et c'était la première fois qu'on utilisait dans des autoroutes ici en Espagne la génie biologique comme solution alternative au génie traditionnel. Alors, on est dans cette situation-là. On est à côté d'une situation déjà très, très compliquée, hein, parce qu'on a quand même des murs qui sont quand même, monitorés, hein, parce qu'il y a quand même un problème que ce n'est pas seulement sur ce glissement, mais c'est surtout les tracés presque. Hein. Bon, après, on a vu qu'il y a eu les problèmes de drainage, les drains les californiens qui ne marchaient pas. Et on a étudié un peu la cause. Et la cause, on a trouvé que c'était vraiment un glissement superficiel. Et si c'était un glissement de 7 mètres, on ne pouvait pas rien faire, mais c'était vraiment un glissement de 2 mètres, 2 mètres et demi. Alors là, on pouvait travailler avec la génie biologique. On a vu qu'il y avait un problème dans la canaleta, je ne sais pas comment c'est dit en français, mais bon, dans la gouttière de Descartes. Hein, que c'était, alors on a fait les études, on a fait des études et des études géotechniques. On a trouvé un peu ce problème. Hein, il y avait une piste forestale qui amenait l'eau, mais ici, c'était la gouttière, c'était cassé et l'eau rentrait directement sur l'autoroute. Il y avait eu un problème avant avec un glissement qui avait causé cette rupture. On a fait ce travail un peu plus des détails et on a proposé des solutions, de faire un drainage sur les murs qu'on avait pour décharger un peu les poids de l'eau et éviter des problèmes de surpoids. Et après, on a utilisé une technique mixte dans ce cas-là. Ici, on voit, c'est la loricata. Ce n'est pas exactement seulement des techniques des génies biologiques, sont des techniques mixtes, avec des matériaux et des bois qui va permettre à les plantes de se placer. On a utilisé ce système pour 2 raisons. Une, parce que c'était plus simple de faire un travail en 2 semaines. On avait seulement 2 semaines parce qu'on devait couper la route, l'autoroute. Et après, on a utilisé aussi des drainages sur des fascines. Et ils ont voulu aussi faire une petite canalette en bois mixte. Ici, c'est les travaux. Ici, c'est Paolo qui m'a aidé avec ce travail. Et ici, les résultats. Maintenant, on ne voit rien. Hein. Quand on passe, on n'arrive jamais à faire les photos parce qu'on passe vraiment vite et on n'arrive pas à faire les photos. Mais c'est vraiment, maintenant, il évolue bien, très bien et c'est très, très, très stable, la citation. Alors, tout ça pour montrer un peu que la génie biologique a sa partie importante aussi dans les infrastructures. Et on va voir maintenant avec Klaus Peklo et André Vett un peu comment est la situation en France. Je vous présente d'abord à Klaus Peklo, qui est un ingénieur pluridisciplinaire. C'est diplômé d'État de la République fédérale d'Allemagne dans la planification, aménagement du territoire et l'environnement, urbanisme, architecture. Et il est spécialiste en génie biologique et spécialiste surtout dans les rivières, dans les fleuves. Et on va voir des grands exemples de stabilisation avec l'utilisation des techniques mixtes. Alors, Klaus, bienvenido.
Je te passe la parole à toi maintenant, après ma petite présentation. Et je laisse maintenant de partager pour te laisser à toi. OK. Tu peux partager maintenant. Tu peux aller. Partager. Normalement, c'est ça. Est-ce que ça marche? Oui. Vous voyez, donc oui. Alors, bonsoir à tout le monde. Je cherche à démarrer le PowerPoint, il ne veut pas. Ah, voilà. Donc, je ne vais pas tout lire. Donc, je dois me familiariser d'abord. Oui, donc ce soir, je vous parle de l'ingénierie génie biologique appliquée pour les travaux fluviaux pour finalement obtenir une protection durable, verte et régénérative. Je ne rentre pas trop dans les techniques, je vous montre beaucoup d'images. Ce sont 3 ou 4 ouvrages de reconstitution de la voirie et de l'accès routier, une fois effondré, et que j'ai reconstitué à l'aide du génie biologique et des techniques mixtes. Ce sont des ouvrages que j'ai réalisés en France entre 2008 et 2019. Voilà. Ici, on est sur la rivière Ariège. Il s'agit de 150 mètres de reconstitution de berge à proximité d'une voirie communale. Vous voyez ici, est-ce qu'on voit le pointeur là? Oui, donc ça marche. Vous voyez l'Ariège. Avec les 2 flèches bleues, on voit l'écoulement. Vous avez à droite le quartier d'habitation. Et en jaune, c'est l'unique accès au quartier d'habitation qui est partiellement effondré. À droite, sur la photo, vous voyez l'écoulement de l'Ariège dans le méandre avec la falaise de 25 mètres d'auteur et en haut se trouve l'accès. Ça, c'était un état en 2000. Ici, vous avez l'état de l'accès au pavillon en 2006. Donc, on voit déjà ça a été effondré. C'est toute la hauteur. Donc, le sinistre, vous voyez, c'est un affaissement total de la falaise et une disparition partielle de la voirie communale. Donc, les gens ne pouvaient plus y aller. Ma mission était, à l'époque, de réduire les forces érosives sur la berge en rive droite. Il faut savoir que l'Ariège fait entre 40 et 90 mètres de largeur. Et la mission, elle a prévu de dimensionner les ouvrages pour une crue centenale, le crue 100. La crue centenale à cet endroit est de 960 mètres cubes par seconde. Ici, vous voyez en 2003 un extrait de l'étude préalable. Ça, c'est la vue en plan des propositions que je fais en 2003. Ça base sur une analyse d'évolution historique, une analyse hydrodynamique du cours d'eau. On a fait des relevés topographiques et bathymétriques. J'ai fait sonder à plusieurs endroits par une pelle mécanique le fond du lit pour voir ce qui se passe dans le sous-sol. Et à l'époque, en 2003, j'ai donc préconisé de reconstituer la rive droite avec un ouvrage en dur, génie civil. Il s'agit des caissons, il s'agit des gabions qui sont ancrés dans la marne et avec des caissons végétalisés au-dessus. Ce sont des ouvrages longitudinaux. En ouvrage transversaux, vous voyez 2 rampes hydrauliques, une en aval, une en amont. Ces rampes hydrauliques rugueuses sont faites en 3D, ils ont une forme très fluide et ils ont une largeur de 65 mètres à peu près et ils sont constitués avec un enrochement destiné aux travaux fluviaux. On appelle ça un riprap vivant selon la norme européenne 13383. Ici à gauche, vous avez une photo qui vous montre l'ouvrage transversal, c'est ici, donc les 65 mètres à peu près, qui est constitué avec des pieux bois. Et entre les pieux bois qui sont forés, insérés dans le fond du lit,
se sont posés des blocs d'enrochement qui sont dimensionnés après des calculs hydrauliques. À droite, vous voyez l'ouvrage, oui, vous voyez les pieux et les premiers blocs qui sont insérés. Et au fond, vous voyez donc les gabions. Ce sont 2 à 3 rangées de gabions dont la rangée inférieure est creusée dans la marne. Elle est posée dans la marne et ancrée dans la marne. Et au-dessus des gabions, vous voyez les caissons végétalisés sur toute leur longueur. Vous avez ici une image prise en 2000. Voilà, les travaux, nous avons terminé en 2009. Et là, sur la photo, vous avez l'état de l'ouvrage en 2013. En premier plan, ici, vous voyez une vue sur la rampe hydraulique 3D qui fait une hausse du niveau d'eau en amont. Ça permet de stabiliser toute tout le fond du lit. Donc, la hausse, le cours d'eau il recharge en amont et il fait monter le niveau du fond du lit qui permet en rive droite de réduire l'érosion. En plan central, vous voyez les gabions ancrés et les caissons végétalisés qui se trouvent à ce niveau-là. Et en arrière-plan, vous avez la falaise qui est en autostabilisation. Et nous n'avons malheureusement pas eu la mission à l'époque de travailler sur la falaise elle-même. Donc, ce que vous voyez là, c'est la succession normale. Ici à gauche, vous avez encore une image sur l'ensemble de l'ouvrage. En 2014, vous voyez les 65 mètres de largeur. Vous avez la rampe là au milieu qui fait une oxygénation gratuite et du fait, ça attire les pêcheurs parce qu'en même temps, cette rampe, elle stabilise le fond du lit, mais elle fait oxygéner le cours d'eau en même temps et gratuitement. Là, on passe à un autre ouvrage, c'est aussi en France du Sud, le Longuezeig. Il s'agit ici de 35 mètres de reconstitution de berge, également à proximité de pavillons et d'un pont routier. Vous avez ici le Longuezeig très méandreux. En jaune, vous avez ici la petite flèche, les maisons qui sont allongées, qui sont en danger. Ici, la flèche jaune épaisse, ça montre le pont routier. Sur l'image à droite, vous voyez l'écoulement. Ça s'écoule dans ce sens comme les flèches bleues. Et vous avez ici l'incision du lit de 10 mètres à peu près qui se déplace vers les maisons. Quelques photos sur le phasage. À gauche, vous voyez l'accès qu'on a fait pour aller du haut de la berge vers le bas dans le fond du lit. Au milieu, vous voyez le pont routier, l'écoulement, ça s'écoule dans ce sens-là. On voit la partie qui est très touchée par les forces tractrices, par l'érosion, qui finalement a fait effondrer toute la berge. Ici, vous voyez déjà qu'on a mis une géogrille végétalisable sur la berge inférieure pour faire face à ces forces tractrices très élevées. Ici, vous voyez à gauche la mise en place d'un drainage parce que, par surprise, pendant les travaux, une nappe phréatique a été découverte qu'on n'avait pas du tout remarqué au départ. Donc, on a mis un drainage en place. Au milieu, vous voyez les 10 mètres d'auteur depuis le fond du lit vers la berge supérieure. Et j'ai indiqué ici qu'entre les maisons et la crête se trouve à peu près seulement 4 mètres de distance. Et donc, le danger était très élevé. À droite, encore une fois, une photo de détail de cette mise en place de géogrille qui est remplie, c'est une structure métallique qui est remplie de cailloux de manière qui rentrent bien mais qui ne sortent pas, et elle sera végétalisée. Voilà, là on a des images de 2012, on a fini
les travaux. À gauche, une vue vers l'amont, vers le pont routier. Et à droite, de nouveau, une vue vers l'aval, vers le fond du lit qui est à peu près une largeur de 4 mètres. Et là, on peut apercevoir la végétalisation de la géogrille et en berge inférieure et la végétalisation de la berge médiane et supérieure par lit de branches et bouturage. Voilà. Et ensuite, dernière photo sur cet ouvrage, prise en 2013. Donc, on est 1 an après achèvement des travaux. Donc, on a un cycle végétal, un cycle végétatif depuis l'achèvement des travaux. Et on voit déjà que ça s'est très bien développé. Et ce moment-là, en mois de mai, une légère crue de 2,50 m à 3 mètres d'auteur qui est déjà passée sur cet endroit-là. On passe à un autre ouvrage. Donc, c'est une conception sur la Garonne, dans le sud de la France, pas loin de Toulouse. Il s'agit de plus que 400 mètres de reconstitution de berges en rive droite. C'est la flèche jaune. En rive droite uniquement. C'est également un accès unique à ce quartier d'habitation. On ne peut pas sortir ni rentrer par cette partie parce qu'il y a une grosse falaise. Donc, ici, pareil, on a une érosion très avancée de la Garonne. Vous voyez avec les flèches bleues comment elle se comporte. Également une courbe très, très prononcée et un fond du lit compliqué qui a provoqué un déplacement naturel aussi. Pour la plupart, c'était une érosion naturelle à cet endroit-là, un déplacement du fleuve Garonne vers la rive droite. La mission, pareil, elle était ici pour réduire l'érosion naturelle et surtout elle était naturelle, mais aussi anthropogène parce qu'ils n'ont pas, à la ville, ils n'ont pas fait l'assainissement correct de la route. Vous allez voir ça tout à l'heure. En étude préalable effectuée, j'ai fait également l'analyse diachronique, hydrodynamique, des relevés bathymétriques sur 3 km et un diagnostic géotechnique. Cet endroit-là, c'était également une crue de projet centennale, donc une crue centennale. Donc, statistiquement, tous les 100 ans, elle arrive à une hauteur d'à peu près 12 mètres, non, à peu près 7-8 mètres du fond du lit. En tout, on a 10-12 mètres de hauteur de berge en rive droite. Et le débit, c'est de près de 2800 mètres cubes par seconde. Donc, tous les ouvrages longitudinaux et, qui sont prévus pour résister à 2800 mètres cubes. Donc, qu'est-ce qu'on avait prévu en ouvrages longitudinaux? Ce sont des blocs selon une blocométrie, de nouveau de la norme européenne, en enrochement hydraulique. Là, j'ai préconisé et calculé une catégorie HM, Heavy Mass, en classe 1000 et 3000, en forme de riprap végétalisé en bas, caissons végétalisés au milieu et lit de branches bouturage. Vous allez voir ça tout à l'heure. Juste un petit aperçu sur une vue en plan partiel du linéaire. Vous voyez le quartier d'habitation et la Garonne, la façon comme elle s'écoule contre la petite falaise. Ici, je vous montre le profil type de reconstitution. Je vous ai parlé qu'en bas, c'est un riprap végétalisé, c'est une blocométrie spécifique calculée selon une modélisation hydrodynamique. Ensuite, on passe par une végétalisation. Là, c'est un caisson végétalisé lourd en double paroi que je monte. Et au-dessus, je pars avec des différents types de lits de branches et bouturage. Et vous pouvez peut-être voir tout le système de filtrage parce qu'il y a beaucoup de nappes phréatiques également qui arrivent à cet endroit-là. La Garonne, vous avez ici à gauche à 10 mètres plus bas. Vous avez les maisons qui longent parfois à seulement 10 mètres aussi. Vous voyez à droite la façon comment la Garonne a érodé. C'est le même, cette murette-là, c'est celle-là que vous voyez en haut là.
C'est la Garonne qui s'est rapprochée énormément aux maisons et à la route. Ici, vous avez le phénomène de lessivage souterrain. Ça veut dire du fait d'un écoulement sauvage, de l'absence de l'assainissement routier qui n'était pas fait, enfin qui était là en place, mais pendant 30 ans, qui n'était pas du tout entretenu, a fait que l'eau de pluie et l'eau de la falaise en amont s'est écoulée de manière sauvage dans le talus et a provoqué des crevasses et des fissurations. On passe à un autre ouvrage, c'est aussi dans le sud de la France. Il s'agit de 110 mètres reconstitution à proximité d'un pont routier, un chemin communal. Vous l'avez ici, le petit chemin qui dessert un petit quartier d'habitation de nouveau. Vous avez ici en jaune les 110 mètres. Vous voyez ici la partie la plus touchée, vous avez le mur digue ici et les maisons derrière. Et ici, sur cette photo-là, vous voyez qu'on est en train de faire une bathymétrie avec une embarcation, avec un sonar qui nous a fait donc un super intéressant MNT. Bon, voilà, juste, je vous montre ce qu'on peut vivre pendant le travail. Il y a des aléas. Ici, on avait fait à peu près, sur cette longueur-là, ce sont les 3/4 des ouvrages. On avait fini et une crue cinquantennale est arrivée à ce moment-là. Donc, ça nous a retardé, mais l'ouvrage n'était pas du tout endommagé, rien du tout. Donc, vous voyez ici maintenant l'ouvrage en bordure rive droite de ce cours d'eau qui a une largeur de 50 à 70 mètres. Et la crue, le projet, comme on dit, donc le dimensionnement pour résister à une certaine crue était cet endroit, donc la crue cinquantennale qui est à 690 mètres par seconde. C'est pas mal, mais c'est beaucoup moins que tout à l'heure sur la Garonne. Hop là. Voilà, juste je vous montre l'achèvement des travaux. On avait fini ça en janvier et la photo que vous voyez, c'est en février ou mars cette année. Ça, c'est donc l'ensemble des 100 mètres de protection de ce quartier derrière le mur digue. Ça, c'est le mur digue qui protège normalement le quartier. Et que, comme vous avez vu tout à l'heure, toute cette partie-là a été déjà affaissée et emportée et ça s'est rapproché au mur digue avec le risque de le déchausser et de faire tomber la route derrière. Bon, ça, c'était les ouvrages. Je termine avec quelques images juste pour illustrer quelle méthodologie il faut appliquer pour l'ingénieur, afin qu'il aboutisse à une solution d'une reconstitution adaptée en appliquant la génie biologique et les techniques mixtes. Quelques images seulement. Donc, il faut se poser une question, parce qu'avant de construire ce profil de principe, il y a quelques questions à prendre en compte. Mais de quoi dépend cette stabilité qu'on cherche avec le génie biologique, qu'on cherche à reconstituer avec le génie biologique? Moi, je pense que la stabilité dépend aussi du contexte pédologique et géotechnique du site. Je préconise vraiment, si le site est compliqué, il faudrait absolument réaliser une étude géotechnique. Cette étude, vous le savez, elle sert à confirmer ou à infirmer ce profil qu'on imagine au départ. Et ça, le travail du géotechnicien, il nous permet d'avoir une sécurité dans notre propre travail. Mais ça dépend aussi de la stabilité qu'on cherche avec le génie biologique. Cette stabilité dépend aussi du contexte hydrodynamique de votre site. La question, c'est par exemple, quel tracé du cours d'eau vous avez? Est-ce que le tracé est plutôt droit? Est-ce qu'il est plutôt méandreux ou très, très courbé? En fonction de ces différents types d'écoulements, vous avez sous le fond du lit et en berge rive gauche et rive droite des écoulements très différents et parfois contradictoires qui provoquent plus ou moins l'érosion. Donc ça, c'est une question importante. Donc, pour savoir ce qui se passe, il faudrait, d'après moi, si on peut se le permettre, et normalement, pour les tout petits
projet, c'est difficile à trouver un financement, mais une bathymétrie complète ou complétée par topographie et un modèle numérique du terrain sera vraiment très utile. Vous avez ici le cas de la Garonne et vous voyez les 3 mm que nous avons fait le MNT. Et à droite, vous voyez avec la flèche jaune à peu près 400 mètres de travail, de reconstitution. Donc, cette bathymétrie, elle permet de trouver les différents comportements d'écoulement, le comportement hydrodynamique, par exemple en crue décennale ou en crue cinquantennale ou en crue centennale. Et en fonction de ça, vous trouvez aussi les différentes vitesses que vous avez en fonction de la hauteur d'eau et aussi en fonction de la position dans le lit. Et en déduisant des vitesses, rentrant dans certains calculs, vous pouvez trouver aussi la valeur des forces tractrices, donc la force de l'érosion plus ou moins élevée. Et ça vous aide pour trouver à la fin la technique parmi toute une panoplie de différentes techniques du génie végétal ou autres. Et pour en finir, là, vous voyez, en 2014, sur l'Aveyron, c'est les travaux en cours pour créer un chemin de randonnée au fil de l'eau. Là, c'est les travaux en cours en 2014. Ici, à droite, je vous montre juste un ouvrage qui a maintenant 20 ans. Voilà. Et c'est une rampe hydraulique. Là, vous voyez la rampe hydraulique. Et vous voyez au fond, là, ici, les presque 200 mètres, une partie des presque 200 mètres en génie végétal, caissons végétalisés, bouturage. Ça, c'est l'évolution auprès de 17 ans. C'est une image que j'ai prise, ça fait à peu près 3 ans sur place. Mais quelque chose est très important. Ce n'est pas que le travail de l'ingénieur, ce n'est pas que le travail de l'entreprise et son expérience. Je voudrais vraiment insister sur ce qui est écrit ici. N'oublions pas, la stabilité et à reconstituer en génie biologique dépend beaucoup de la maintenance professionnelle en phase de vie des ouvrages. Si pendant 25-30 ans, rien ne se passe, donc votre ouvrage en génie biologique, c'est un ouvrage vivant, ça doit être entretenu, d'une certaine manière pour que ça reste tout le temps et ça ne va jamais s'altérer si c'est bien entretenu. Je peux vous dire que le recul sur le... Pardon, ça y est. Je peux vous dire qu'il y a le recul sur les recherches scientifiques et sur des expériences en Europe sont vraiment nombreux. Toutes ces informations qui existent maintenant. Ça fait que sécuriser notre travail, le travail de l'ingénieur qui veut réaliser un ouvrage en génie biologique et technique mixte, bien sûr. Ce travail de l'ingénieur, il doit avoir une certaine expérience, oui, mais il peut aussi voir sur ce que les autres ont fait. Donc, il y a beaucoup d'informations, ça sécurise, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur, je peux vous le dire. Et on peut avoir des super résultats. N'ayez pas peur. Muchas gracias por su atención. Merci beaucoup. Oh, moi, j'arrive, maintenant. Oui, parce qu'il faut quand même un petit décalage. Merci, Klaus, c'est très intéressant tes travail. Et c'est bien ça, il ne faut pas avoir peur, mais c'est facile à dire après 30 ans d'expérience, n'est-ce pas? Mais bon, je vais essayer de faire un petit résumé de ça que tu as parlé, mais très, très petit. Et je voulais souligner un peu la méthodologie que tu dis, hein, parce que tu as montré des choses importantes et des exemples importants. Decía que, bueno, que voy a hacer un pequeño resumen en castellano, pero muy brevemente, haciendo un poco hincapié en la metodología, sobre todo que ha propuesto, y en la importancia
cuando nos enfrentamos ante estos problemas, porque como hemos visto, las intervenciones son intervenciones en las que o las viviendas o las zonas, digamos, de vías, de carreteras, están afectadas por estas crecidas tan extraordinarias de ríos, que son verdaderamente ríos potentes. Algunos hemos visto con periodos de retorno de 2.700 metros cúbicos por segundo. Es decir, son obras que requieren un estudio importante. Lo primero que se planteaba es de qué depende la estabilidad de estas laderas, y para averiguar esa estabilidad establece una metodología, y en eso habla un poco de la importancia del contexto edafológico y geotécnico del lugar, y de la importancia cuando tenemos proyectos serios que afectan a viviendas o a infraestructuras, de contar con un estudio geotécnico adecuado, que nos confirme el perfil que suponemos que tiene esa ladera. En segundo lugar, hablaba un poco de la importancia también del contexto hidrodinámico, conocer en qué lado nos encontramos, en qué tipo, si nos encontramos en una zona meandriforme, en un trazado más longitudinal. Es importante contar con un estudio topográfico de detalle y en concreto batimétrico, que nos permita también hacer un modelo digital del terreno y que nos permita modelizar también nuestro río y calcular las velocidades y las tensiones a las que nos encontramos. Ponía un ejemplo en el que por 400 metros hacen estudios de 3 kilómetros, o sea, no únicamente del estado de nuestra zona, sino estudiar bien un tramo del río. Y luego hablaba un poco de la importancia, el punto que resaltaba también es que no solo es la ingeniería, no solo es la experiencia profesional de la empresa, sino también el mantenimiento que tengan estas obras, que es necesario para que se mantengan funcionales durante toda la vida del proyecto. Espero haber hecho un resumen así muy cortito de tu presentación. J'ai essayé de faire un résumé très, très court, mais avec les points plus importants de ta méthodologie, parce que je pense que c'est important. Y él ajouté qu'il ne faut pas avoir peur, no hace falta tener miedo, hay que aprender, enfrentarse a los problemas, porque hay mucha información. Es verdad que llevamos muchos años trabajando en ingeniería y hay mucha información disponible para hacer esos trabajos y empezar poco a poco. Lógicamente no se trata de empezar con obras enormes, sino empezar poco a poco, ¿eh? Y bueno, luego contaremos con Klaus en la presentación. Je te remercie beaucoup, Klaus. Et on se voit tout de suite après la présentation d'André pour pouvoir discuter un peu avec les assistantes. D'accord? Merci, Klaus. Bon, on va continuer maintenant avec André Evet. André Evet attends, que je vais ici. André Evet est ingénieur, chercheur de restauration écologique à l'IRE de Grenoble, et s'intéresse de la génie biologique des berges et des milieux riverains, et principalement à la gestion d'espèces exotiques envahissantes et à la génie biologique. Il mène des programmes de recherche appliqués et à une expérience nationale et internationale. Il va nous présenter quelques projets et quelques travaux qu'il a fait aussi j'espère qu'à Guadeloupe, et les travaux qu'ils ont fait maintenant, qu'ils sont en train de faire avec le génie biologique en France. Alors, merci. Merci André. Tout à toi. Muchas gracias, Paola. Me gustaría agradecer a la asociación para la invitación y la oportunidad. Me hubiera gustado hablar en español, pero Paola me ha preguntado de hablar en francés, así va a ser más fácil para mí. Voy a hablar en français. Donc, je vais vous parler des travaux de recherche que nous menons à INRAE à Grenoble sur la protection des berges de cours d'eau et comment on peut les adapter dans un monde en changement. Donc, pour commencer, je voudrais vous passer un petit film. Alors, il faut que je jongle sur Zoom pour ça, mais je pense pouvoir y arriver. Donc, j'aurai des petits films très courts. Voilà, je vais y arriver. Toc. Donc, a priori, vous devez voir le film là, je repasse depuis le début. Ça, c'est un petit film très court qu'on a fait de contexte avec l'Office français de la biodiversité. C'était avant qu'il change de nom.
On mène un travail aussi de vulgarisation à travers des films pour le grand public et les techniciens. Et ça, c'est un film très, très vulgarisé. Ça, c'est un film qui a été réalisé par Sébastien De Danieli, avec qui on travaille et qui réalise de très belles images. Voilà, donc je vais vous repartager la présentation. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire déjà, c'est qu'au départ, historiquement, les techniques de génie végétal, elles sont basées sur l'imitation des modèles naturels pour contrôler l'érosion. Là, on voit ce qu'on appelle des saucissons. Ce sont des fascines de 1 mètre de diamètre qui étaient mises sur les torrents à l'aval, dans les cônes de déjection, des énormes fascines. Hein. Et puis, on avait aussi des techniques très complexes qu'on ne voit plus aujourd'hui, notamment en lien avec le coût de la main-d'œuvre. On voit ici sur le Rhin, en 1830, au début du 19e siècle, on mettait en place des épis qui sont constitués d'un très grand nombre de fascines et puis de pieux et de tressages. Donc ça, c'est des centaines de fascines sur des épis qui ont été utilisés pour la canalisation du Rhin. J'ai 2 exemples historiques ici. On peut voir, c'est issu d'un guide allemand, hein, je salue Klaus en passant, et, du 19e siècle. Et c'est un guide de 80 pages qui est écrit en gothique, ce qui n'est pas facile à traduire, et qui ne parle que de fascines. Donc 80 pages sur les fascines, c'est assez fascinant. Et on peut voir ici, par exemple, bon, tout est expliqué sur la manière de construire des fascines, et on peut voir ici des ouvrages très complexes hein, qui font plusieurs centaines de mètres carrés, des espèces de tapis de fascines hein, qu'on a ici et qui ont été utilisés bon, en Allemagne, en Hollande, en Europe, mais aussi qui ont été développés ici aux États-Unis hein, au début du XXe siècle sur le Mississippi. Donc on voit là des troncs d'arbres et puis entre tous ces troncs ce sont des fascines. Et les hommes que l'on voit au fond ici, ils sont en train de lancer des pierres pour lester ces fascines et les tomber au fond. Donc, quand on voit qu'on fait du génie végétal, on voit qu'autrefois aussi, on faisait du génie végétal dans des dimensions qui étaient quand même aussi très, très importantes et qui demandaient beaucoup de main-d'œuvre. Voilà, ce n'est pas propre à l'Europe. Hein. Je veux saluer aussi l'Amérique du Sud, ou plutôt l'Amérique latine, avec cette carte de Mexico, hein, faite qui a été envoyée par Hernán Cortés au roi d'Espagne. Donc, c'est une photo de Tenochtitlan, hein, la cité des Aztèques, une des plus grandes villes du monde au début du XVIe siècle. Et qu'est-ce qu'on voit tout en bas là, de cette image? Eh bien, on voit ici une légende écrite en latin qui dit qu'on a des digues pour protéger les maisons des vagues du lac. En fait, de quoi s'agit-il? Si on zoome, eh bien, il s'agit de tressages qui étaient utilisés pour empêcher les vagues du lac d'aller abîmer les maisons. Donc, il y a déjà ça, il y a d'autres choses aussi au Mexique qui ont été développées sur le génie végétal. Juste voilà, pour dire que c'est des techniques ancestrales et qui étaient utilisées à l'échelle mondiale par toutes les civilisations. Voilà, bon, il s'agit du tressage, mais je ne vais pas développer cet aspect-là. Après, sur ces tressages, on les a rencontrés aussi dans ce montage en croisillon, là, qui date aussi du 19e siècle. Hein. Ce qui est en noir, ce sont des pieux. Et puis, ce qui est en blanc, ce sont des gaulettes ou des branches qui sont tressées entre les pieux. Donc, si on veut regarder comment c'est fait, voilà ici, on peut l'observer ici dans une ravine. On voit ces tressages qui sont en train d'être mis en place. Ce sont des techniques qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, mais qu'on voit encore par endroits ici. J'ai trouvé ça sur Internet. Et puis, j'en ai vu aussi en Roumanie. Donc, c'est encore utilisé, même si c'est beaucoup de travail à mettre en place.
Voilà, alors je voudrais donner aussi une petite définition du génie végétal pour commencer à en parler un peu plus précisément. Donc, je le disais, c'est copier les modèles naturels et ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, au 19e siècle, il y a un ingénieur qui disait que l'art se limitait à imiter la nature et à s'appuyer sur ces processus et à opposer habilement les forces de la vie organique à celles de la matière brute. Et puis, dans cette définition, bon, les notions d'ouvrage et de végétation sont centrales. Hein. Plus récemment, on a dit, on s'appuie sur les lois physiques de l'ingénierie, mais aussi sur les lois biologiques en utilisant des plantes vivantes comme matériaux de construction. Donc, on retrouve ce qu'on disait au 19e, ces processus de vie organique et de force physique avec l'ingénierie et les lois biologiques. Et puis, peut-être plus simplement, on peut dire que le génie végétal, c'est l'utilisation de plantes vivantes dans des structures d'ingénierie construites pour régler des problèmes d'érosion ou de glissement. Voilà. Et enfin, si on cherche une définition qui soit un peu plus écologique, eh bien, on peut dire que les génies végétales, c'est un moyen pour passer des filtres abiotiques ou des seuils, comme des pentes très prononcées, instables, des processus érosifs. Donc, le génie végétal permet de passer ces seuils, ces barrages construits par des milieux qui sont inhospitaliers, et pour réenclencher les trajectoires successionnelles sur ces sites. Donc, on peut voir le génie végétal comme un compromis entre des fonctions. D'un côté, les protections durables des enjeux humains, les routes, les ponts, comme l'a si bien montré Klaus, et puis aussi la restauration de fonctions écologiques et récréatives. Et aujourd'hui, on sait que c'est très important, non seulement de protéger l'humain, mais de protéger aussi la nature et les fonctions écologiques, puisque l'humain ne peut pas vivre sans la nature. Donc, voilà un ouvrage qui a été construit. Voilà cet ouvrage 1 an après. C'est un ouvrage qui a été construit sur l'Adour, près des Pyrénées, 5 ans après et 10 ans après. Et donc, un ouvrage réussi, là, comme celui-là, c'est un ouvrage purement végétal, c'est un ouvrage qui disparaît. Je voudrais rappeler très brièvement les fonctions de la végétation. Si on veut restaurer ces fonctions, mais il faut les connaître. Alors, les fonctions écologiques de la végétation, bien sûr, c'est l'habitat. C'est des milieux très riches en biodiversité. C'est aussi l'ombrage, très important avec le changement climatique. C'est l'alimentation. Sur les petits cours d'eau, c'est la ripisylve qui fournit l'énergie du cours d'eau. Ce sont des corridors écologiques qui sont majeurs. Ça a aussi des propriétés. Les ripisylves permettent aussi la purification de l'eau. Elles permettent de dénitrifier, d'absorber les phosphates, de diminuer les pesticides, les sédiments. Et puis, ça va changer la dynamique fluviale. On va avoir en fait une rivière qui a une ripisylve et pas du tout la même que la rivière qui n'aura pas de ripisylve. Donc, ça va changer l'hydromorphologie fluviale. Et puis, la ripisylve va permettre aussi de résister au changement global, à la sécheresse, à l'augmentation de la température de l'eau, aux espèces invasives. Et bien sûr, ce qui nous intéresse beaucoup en génie végétal, c'est la fonction de contrôle de l'érosion. Et il ne faut pas oublier les fonctions récréatives. Nous savons tous combien il est plaisant de se promener au bord de l'eau. Donc, les recherches sur lesquelles on travaille à Grenoble, ce sont des recherches autour d'un compromis. On cherche à évaluer le compromis entre la fixation de la berge, la fixation des berges de cours d'eau, et puis la restauration des fonctions écologiques. Voir comment on peut simultanément faire ces deux objectifs, comment optimiser ces différentes fonctions et pour quel compromis entre elles, quelles sont les structures fonctionnelles, mécaniques et écologiques qui peuvent apporter les services écologiques sur une base durable. Donc, on étudie comment on peut développer du génie végétal pour qu'il soit durable et qu'il apporte des services. Et puis, on travaille sur les trajectoires dynamiques et les processus écologiques clés qui peuvent conduire à ces structures. On regarde comment peuvent évoluer dans le temps les ouvrages et quelles sont leurs dynamiques. Donc, peut-être dire aussi ce qu'on fait comme recherche, ce sont des recherches appliquées, interdisciplinaires, puisqu'on travaille aussi en hydraulique, on travaille aussi sur le sol, sur la végétation, aussi sur l'eau, sur les milieux aquatiques. Et puis, on fait des guides techniques
On publie des ouvrages de vulgarisation, bon, principalement en français, mais pourquoi pas travailler avec les collègues espagnols, ce serait un plaisir. Et puis, on travaille aussi, puisqu'on est des scientifiques, à faire des publications scientifiques. Donc là, je vais plus vous présenter des travaux de recherche, par exemple, ces travaux de restauration des fonctions d'habitat. Donc, on s'est demandé quelle était la biodiversité sur les structures, sur le génie végétal, sur un gradient de naturalité. Donc, on est parti depuis des rochers jusqu'à des berges naturelles, en passant par différents ouvrages de génie végétal. Et on a travaillé sur la végétation, sur les coléoptères et sur les macro-invertébrés benthiques. Donc, ce gradient de naturalité, il part d'un enrochement, de techniques mixtes associant enrochement et plantes, de caissons végétalisés, de fascines de saules, et puis des berges naturelles. Donc, sur ces ouvrages, on a étudié, sur ce gradient, on a étudié la végétation et on a trouvé qu'on avait une plus grande diversité d'espèces sur les berges naturelles et mixtes que sur les rochers, et qu'on avait aussi des compositions spécifiques et fonctionnelles différentes. On a aussi trouvé une plus grande diversité sur le génie végétal pour les coléoptères et également pour les macro-invertébrés benthiques, une plus grande diversité et aussi une composition fonctionnelle particulière, spécifique et fonctionnelle particulière sur les ouvrages. Voilà, et on a étudié aussi la multidiversité, qui est une métrique pour travailler à l'échelle de la biodiversité entière. Et là, on montre que, voilà, que cette multidiversité, elle augmente avec le génie végétal, avec la naturalité de la berge. Et on montre ainsi que le génie végétal permet de s'approcher nettement des structures et fonctions des berges naturelles. On le sait intuitivement, mais là, on a montré quantitativement pour différents taxons comment et quelle était la proximité des berges de génie végétal avec les berges naturelles. Et on a aussi étudié l'évolution de ce génie végétal en fonction du temps. On a également travaillé sur la comparaison d'espèces et de populations de saules et de tamaris sur un gradient de sécheresse. Alors, vous savez que les sécheresses estivales sont une des causes principales d'échec du génie végétal et que ça va augmenter avec le changement climatique. C'est un problème que les Espagnols connaissent encore mieux que nous, hein. La semaine précédente, Daniel Arispe a fait une présentation sur la sécheresse et sur les techniques de génie végétal à utiliser. Donc, c'est quelque chose qui est très développé en Espagne. On a travaillé en conditions contrôlées, hein, en faisant pousser des saules et des tamaris dans des tubes, en leur assignant des traitements, et puis après en étudiant les saules et les tamaris, en pesant leur biomasse et en regardant leurs traits foliaires et racinaires. Et puis on a aussi travaillé sur des berges naturelles, en milieu méditerranéen, dans le sud de la France, et au nord-ouest, là où c'est plus humide. On a eu sur des berges naturelles sur lesquelles on a mis des sondes à humidité. On peut dire comme résultat, c'est qu'on a trouvé des espèces et des populations qui étaient mieux adaptées à la sécheresse que d'autres. Et on a montré aussi que le tamaris de France, Tamaris gallica, avait une très bonne capacité à être utilisé en génie végétal, même en conditions très sèches. Mais ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien, vous, en Espagne, mais qu'on connaît peu encore en France. Le tamaris est encore peu utilisé, donc on essaie de le développer. On a également travaillé à la résistance des ouvrages aux herbivores, puisque les castors et aussi les ragondins font souvent des gros dégâts, et au début, ça peut être problématique. On voit le type de dégâts qu'ils peuvent faire sur les ouvrages de génie végétal. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que les saules, il y en avait les castors et les ragondins préfèrent certaines espèces, pas forcément les mêmes, mais il y a certaines espèces qui préfèrent. Donc, on peut faire des mélanges d'espèces, de saules et d'autres choses pour améliorer et pour les envoyer un peu ailleurs, si on ne les veut pas. Et puis, on a montré aussi que l'installation de grillages, de barrières, c'était utile, mais ce n'était pas plus efficace que d'avoir des longues boutures. On avait utilisé des boutures de 40 et de 80 cm. Et en fait, si on utilisait des longues boutures, ça donnait le même résultat que d'utiliser des barrières.
Et puis, on a travaillé aussi sur les espèces invasives végétales, ici sur la renouée du Japon. Donc, on s'est amusé à faire pousser de la renouée dans des bennes de camions. On ne peut pas la faire pousser dans le sol. Donc, on avait fait pousser de la renouée dans des bennes de camions qu'on a mis en compétition avec, avec des saules. Et puis, on a travaillé aussi sur les substances allélopathiques, hein. C'est-à-dire qu'on a travaillé en pot, puis on a regardé qu'est-ce que les racines de renouée envoyaient comme substance et comment ça empêchait les boutures de pousser. Et on a fait la même chose sur le terrain en faisant des placettes expérimentales. Dans certaines, on mettait des saules, dans d'autres, on n'en mettait pas. Et puis, on a étudié la compétition pour la lumière sur des berges également. Donc, on aime bien coupler les conditions expérimentales et les conditions expérimentales ex situ et les conditions expérimentales in situ. Donc, les résultats qu'on a trouvés, les principaux résultats, c'est qu'on a montré quand même que la renouée du Japon inhibait le développement des boutures par son allélopathie, c'est-à-dire que les racines de renouée du Japon produisent des phénols qui empêchent, ralentissent la croissance des boutures. Et puis, on a aussi montré qu'une couverture dense de saules pouvait réduire très nettement la croissance aérienne et souterraine de la renouée du Japon. Donc, ça marchait bien. Et puis, sur des sites in situ, sur des vrais ouvrages, on a montré qu'on pouvait réduire significativement le recouvrement de la renouée avec des saules. Et puis qu'il y avait aussi moins d'espèces invasives sur les ouvrages de génie végétal que sur les enrochements. Donc, les ouvrages de génie végétal permettent aussi de limiter le développement des espèces exotiques envahissantes, et c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on a trouvé en France plusieurs fois. On a fait des recherches au Canada là-dessus, au Québec. On n'a pas trouvé ce patron, mais c'est quelque chose qu'on observe chez nous. Ensuite, on a aussi travaillé avec des hydrauliciens. On a de la chance d'avoir des hydrauliciens dans notre laboratoire. Donc, on a travaillé avec eux sur la résistance mécanique des ouvrages de génie végétal. Donc, l'idée, c'était de pousser les ouvrages dans leurs limites d'utilisation. Et on a travaillé sur des torrents de montagne, ici avec une pente de 8%. Donc, on a fait un caisson végétalisé qui repose sur un enrochement de pied et puis des lits de plans et plançons au-dessus. On avait des grumiers de 40 tonnes qui passaient, hein. Donc, c'était important de pouvoir soutenir. C'est un ouvrage qui a maintenant une dizaine d'années et qui est toujours là. Et puis ici aussi, on a un torrent de 10% de pente avec une hauteur de talus de 20 mètres. Et on a été mis un treillage bois, des caissons et un enrochement de pied. Et c'est aussi un ouvrage qui fonctionne. L'idée était de montrer que sur des conditions difficiles comme ça, on pouvait aussi faire du génie végétal. On sait qu'en plaine, on en fait beaucoup, mais en France, on ne faisait pas beaucoup de génie végétal en montagne. Donc, on a voulu pousser. C'est notamment suite à, comme tu en parlais, Paola, on a été voir aussi, nous, au sud Tyrol, dans le Haut-Adige, ce qu'ils avaient fait. On a été aussi en Autriche et en Italie, et on a regardé ce qui s'était fait. Et puis, on a essayé, en travaillant avec les Suisses, de développer encore plus les techniques au-delà de ce qui se faisait habituellement. On a travaillé aussi d'un point de vue un peu plus théorique sur la force tractrice, ici en ordonnée en newton par mètre carré. Et puis en bas, vous avez l'âge des ouvrages. Donc en ordonnée, la force tractrice en newton par mètre carré et en abscisse, l'âge des ouvrages. Et on a regardé ce qu'il y avait dans la bibliographie comme limite pour les fascines, pour les lits de plans et plançons, pour les matelas les couches de branches à rejets, pour les caissons. Bon, les valeurs de la littérature pour les caissons, on pourra en discuter, je pense qu'elles sont un peu extrêmes. Et puis, on a regardé de nouvelles valeurs. Celles qui sont en couleur, c'est les valeurs qu'on a trouvées. Donc, on a trouvé quelques valeurs qui étaient au-dessus des valeurs de la littérature. Et ça permet de donner des nouvelles valeurs et d'essayer d'affiner ces limites mécaniques des ouvrages de génie végétal. Et c'est un travail que l'on poursuit aujourd'hui. Donc, si on regarde, ici, on a toujours notre contrainte mécanique là, en newton par mètre carré, et ici, le temps. Et on peut penser que la résistance du génie végétal, elle augmente avec le temps. Et ça, elle augmente très rapidement au début, parce qu'on a pu montrer que la biomasse souterraine des boutures, elle se multipliait par 5 à 20 pendant la deuxième année de végétation. La première année, ça croît un peu, mais la deuxième année, on a vraiment un gros bond des biomasses souterraines.
Et aussi, on a les biomasses aériennes qui sont parfois multipliées jusqu'à 10. Donc, la seconde année, c'est vraiment une année très forte de développement auquel on va atteindre, si les conditions sont bonnes, une très forte résistance. Et c'est la différence avec le génie civil, hein, dont la résistance mécanique, qui est très élevée, qui peut être toujours plus élevée que celle du génie végétal, mais ce n'est pas toujours le cas, qui, elle, va diminuer avec le temps. Alors là, je voudrais aussi, on a fait des expérimentations au canal. Si j'ai encore un peu de temps, Paola, je vais vous montrer un film très, très rapide. Alors, il faut que j'arrête pour rebasculer sur le film. Hop. Voilà, je repasse au début, donc c'est un film, il ne fait même pas 1 minute. Ça montre les expérimentations au canal, c'est pour comprendre après ce que je vais vous mettre. Donc ça, ce sont des expérimentations qu'on mène actuellement à Grenoble, où on a des fascines en modèle réduit qui sont divisées par 10. Et ces fascines, on les détruit et on étudie leur modalité de destruction. Parce que souvent, en cru, on ne voit pas comment sont détruits les fascines. Et là, on voit comment sont détruits les fascines. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment sont détruites les fascines. Et pour cela, donc, on a fait des travaux. Donc, c'est des travaux qui sont principalement menés par les hydrauliciens. Moi, j'apporte juste un appui sur la partie génie végétal. Donc, on a ces fascines ici qui sont au dixième hein, sur un modèle réduit. Vous voyez ici le canal que je viens de vous montrer. Et puis, on a pu montrer, ici, vous voyez des désordres. Hein, en haut, on voit comment les fascines sont détruites. Et on a montré qu'il y avait 4 causes principales de destruction des fascines en crue. Soit une érosion de pied, un affouillement par le pied, une vidange par le dessous. Soit une érosion par le dessus, ici. Soit un bypass par l'aval ou par l'amont, hein, une érosion par l'amont ou par l'aval. Et puis, ou alors, une érosion par discontinuité. Donc, ce qu'on a pu montrer là, c'est avec ces thèses. Donc, vous voyez par exemple ici en haut qu'on a... excusez-moi, un petit problème, je reviens. Hop, voilà, en haut, on a... on n'a pas de ramis ici anti-affouillement. Hein, et en bas, vous les voyez en jaune, on a des ramis anti-affouillement. Donc, l'idée, c'était de travailler sur le rôle des ramis anti-affouillement sur la résistance mécanique. Donc, je vous montre un petit film sur l'ouvrage, sur comment ça se passe quand il n'y a pas... ah ouais, j'y suis plus. Donc, je vais y arriver. Hop. Toc. Voilà. Donc, je remets au début. Donc là, il y a la crue qui arrive. Et puis, on voit que la fascine est détruite par la crue. Voilà. Et si on va à la fin, bon, la fascine ici, elle a été complètement détruite. Elle se retrouve au milieu du cours d'eau. Elle a été détruite par la crue. Alors que si on fait... je vais y arriver. Si on regarde... Hop, si on regarde le second film, donc c'est un peu compliqué parce que là, voilà, il faut que je refasse. Il y a un petit problème sur le partage d'écran et du coup, je suis obligé de faire une petite manip, mais on y est presque au bout. Voilà, là, c'est le même film. Et là, il y a ramis anti-affouillement. Et si on veut aller un peu plus vite, voilà, mais on voit qu'il y a très peu d'érosion parce que les ramis, voilà, si on accélère un peu, on voit à la fin, on n'a pas cette érosion. La berge reste protégée et les ramis anti-affouillement font leur effet. Et du coup, voilà, je retourne ici. Voilà, et donc, voilà, dans le cas, quand on n'a pas de ramis anti-affouillement, on a de l'érosion. Et quand on a des ramis anti-affouillement, on n'a pas d'érosion et on a du gravier. Donc, on voit que ça augmente le gravier et que ça diminue l'érosion. Donc, pour conclure sur la résistance mécanique,
On a montré par des ouvrages expérimentaux que les ouvrages de génie végétal pouvaient, souvent des techniques mixtes, mais pas toujours, pouvaient résister sur des rivières, des torrents de pente de 5 à 10%. On a défini quelques nouvelles valeurs de résistance mécanique pour les ouvrages de génie végétal, des valeurs de contrainte tractrice. Et puis, en faisant des expériences en canal, on a montré que les principaux processus de destruction qui conduisaient à la ruine des fascines, c'était principalement des affouillements de pieds. Après, je voulais parler aussi, avant de terminer sur ce qu'on a fait en Guadeloupe, je voulais parler de l'ouvrage de génie végétal, de la base de données sur le génie végétal. C'est une base de données en ligne qui est en libre accès. À la fois, ça nous sert à collecter des données scientifiques, mais c'est aussi pour informer les gestionnaires et le public, le grand public, sur ce qu'est le génie végétal. Donc, c'est quelque chose qui est disponible en ligne, avec une version en français et en anglais. Et puis, on a 250 ouvrages qui sont renseignés dans la base de données actuellement, et on recharge toujours. Alors, il y a une carte dynamique pour voir les données, et puis possibilité de télécharger des données sur les ouvrages. Du coup, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne sur Internet. J'espère que ça va marcher. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez mon écran. Donc là, je suis sur Internet. Et voilà les ouvrages. Donc, on a tous les ouvrages en France, les 250 ouvrages. Et puis, si je suis intéressé sur un ouvrage, voilà, par exemple celui-là. Donc, je vais dessus et je télécharge le PDF. Voilà. Et après voilà, j'ai le PDF. Mais alors, je ne sais pas si vous le voyez, le PDF. Oui. Oui. Donc, merci Klaus. Donc, on a un PDF ici avec la localisation de l'ouvrage, les principales caractéristiques, les photos avant les travaux, la première saison après les travaux. Voilà, ça donne des premières idées, la localisation, qui a fait l'ouvrage. Bon, ça dépend un peu aussi des données qu'on a. On n'a pas des données aussi précises pour tous les ouvrages, mais on a quand même mis des ouvrages sur lesquels on avait des données. Et puis, je vais terminer mon diaporama. Voilà. Donc, j'en étais ici. Voilà, sur la base de données. Donc, à la base de données, aujourd'hui, on a en gros, vous voyez ici les ouvrages. En vert, ce sont les ouvrages de génie végétal. En marron, ce sont les techniques mixtes qui associent génie végétal et enrochement, principalement. Et donc, on a aujourd'hui quand même beaucoup de données. Bon, toutes ces données-là ne sont pas complètes, mais on commence à avoir beaucoup de données sur les ouvrages. On a leur localisation et le type de technique, et on travaille à les publier. Et puis, pour terminer, je vais vous parler du projet Protégé, qui est un projet sur la promotion et le développement du génie végétal sur les rivières de Guadeloupe. Donc, en Guadeloupe, souvent, les berges, ça ressemble à ça, de l'enrochement ou de l'enrochement bétonné. Et nous, on aimerait que ça ressemble aux modèles naturels, qui sont plutôt comme ça. Et pour ça, on ne connaît pas. Alors, autant en Europe, on connaît les berges, on connaît la végétation. En Guadeloupe, pourtant, alors qu'on a une biodiversité extraordinaire, c'est un hotspot de biodiversité. On a 1700 espèces, on a énormément d'espèces endémiques. Et on ne connaît pas les berges. Du coup, on a commencé par décrire les berges et faire une typologie. Et puis, on étudie les capacités biotechniques des espèces pour choisir les espèces et les techniques à utiliser. Et après, il est prévu des moyens pour transférer les connaissances, vulgariser les connaissances à travers de guides, sites web, ouvrages de démonstration. Donc, on a commencé dans la première phase en proposant une typologie des écosystèmes riverains. Et on a ainsi défini 12 variables, 12 types d'écosystèmes riverains. On a fait une typologie. Et dans cette typologie, les facteurs majeurs de milieu qui déterminent les espèces, c'est la salinité, l'altitude et la pente des cours d'eau. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait énormément d'espèces exotiques envahissantes, ce qui est fréquent
aussi beaucoup dans les îles, qui est une flore, des milieux très fragiles et très fragiles à l'invasion. Et puis, on a trouvé 80 espèces qu'on pouvait utiliser en génie végétal. Parce que souvent, en génie végétal, en milieu tropical, on utilise du vétiver, on utilise du Glyceridia sepium. Mais utiliser ces espèces qu'on utilise partout à l'échelle tropicale, dans tout le monde entier, à toute la zone intertropicale, c'est dommage, alors qu'on a des espèces locales qui sont très rares. Donc, l'idée, c'est de travailler avec les espèces locales. Donc, ça, on l'a fait. Et puis, maintenant, on travaille à propager ces espèces sélectionnées avec la reproduction végétative pour faire des boutures, pour faire des fascines, pour faire des matelas branches, et puis faire des tressages, mais aussi pour celles qui ne se bouturent pas, à les faire germer, à étudier leur germination et leur développement pour pouvoir connaître les espèces à utiliser et les développer. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a. Pour l'instant, on a surtout avancé sur la reproduction végétative. Donc, il y a eu une première expérimentation préliminaire sur une vingtaine d'espèces, 22, et qui a montré que bon, si la majorité des espèces, elles sortent des feuilles tout de suite, en fait, il n'y en avait que 5 qui pouvaient bouturer. Donc, on a quand même trouvé des espèces qui bouturaient, à la fois des espèces plutôt arbustives et des espèces plutôt arborées, des espèces locales. Donc, on n'aura pas besoin d'aller chercher des espèces à l'extérieur. On pourra prendre des espèces locales pour revégétaliser localement. Et actuellement, on est en train de développer une très grosse expérimentation, dont vous pouvez voir l'image, avec 240 boutures de ligneux sur 12 espèces et 240 boutures herbacées aussi sur 12 espèces pour pouvoir proposer des espèces locales pour la revégétalisation locale. Donc, c'est un programme qui est sur 3 ans, qui est financé par l'Europe et qui se passe très bien. Donc, c'est un travail qui est en cours. Et puis, il est prévu plus tard aussi de faire un retour d'expérience sur ce qui se fait en Amérique tropicale, un guide technique, des ouvrages de démonstration pour que les gens puissent venir voir. C'était un peu l'idée aussi de ce qu'on avait fait en montagne. C'est important que les gens puissent voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis aussi transférer les connaissances aux entreprises et aux pépinières pour développer une filière de génie végétal durable sur le territoire, pour que les gens localement aient les connaissances avec leurs espèces et leurs entreprises et qu'ils se développent eux-mêmes ça, parce qu'actuellement, il n'y a pas les moyens. Et l'idée, c'est de développer quelque chose au niveau des Antilles. Donc, on a développé un site web, et c'est un site web là, qui s'appelle Génie Végétal Caraïbes, mais il est disponible en français, en anglais et aussi en espagnol, parce que l'idée, c'est de diffuser aussi cette connaissance sur l'arc Caraïbe, puisque les pays hispanophones ou anglophones ont souvent aussi les mêmes espèces et peuvent bénéficier de l'expérience qui est développée dans le projet protégé. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, je n'ai pas été trop rapide, mais je sais qu'il est tard et que le temps de chacun est précieux. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.